Distinguished delegates. Mesdames et messieurs les délégués, bienvenue à cette dernière journée. La Commission a adopté l'ordre du jour de cette séance le 23 juin 2022, y compris cette table ronde virtuelle sur l'échange de données d'expérience entre les régions. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue aux organisations partenaires qui travaillent dans le domaine des activités de coopération et d'assistance technique de la CNUTSI. Souhaiter la bienvenue aux États membres qui utilisent les textes de la CNUTSI. Également, vous vous en souviendrez, depuis 2018, le secrétariat organise depuis 2018 des tables rondes sur les activités relatives à l'assistance technique pour informer la Commission de l'utilisation qui est faite par les États des textes de la CNUTSI et de l'utilisation qui est faite de celle-ci par les acteurs clés au niveau mondial. Nous avons abordé le recouvrement des micros, petites et moyennes entreprises lors de tables rondes précédentes, la riposte face à la Covid-19, le redressement, la transformation juridique dans les pays en transition ou les pays en développement, ainsi que le rôle de l'assistance au développement dans la mise en œuvre de réformes dignes de ce nom dans le domaine du droit commercial international. Cette table ronde, la table ronde de cette année, porte sur l'insolvabilité et permettra de célébrer le 25e anniversaire de la loi type de la CNUTSI sur l'insolvabilité transfrontière, l'insolvabilité internationale. Elle permettra également de célébrer le succès de ce texte, étant donné que la loi type a été promulguée dans 55 juridictions. Elle a été promulguée de concert ou elle a été suivie par d'autres instruments de la CNUTSI sur le droit de l'insolvabilité. Ces textes constituent une boîte à outils qui couvre la plupart des aspects d'un cadre de gestion de l'insolvabilité, un cadre digne de ce nom. Le groupe de travail 5 de la CNUTSI, par le biais de ces deux projets sur la localisation des avoirs et le recouvrement, ainsi que sur le droit applicable dans les procédures d'insolvabilité, travaille au parachèvement des outils à l'attention des États, des cours et des praticiens en la matière. Ce matin, nous allons donner la parole aux participants. Ils vont revenir sur le rôle que les textes de la CNUTSI dans le domaine de l'insolvabilité et les initiatives qui ont été lancées par la CNUTSI de renforcement des capacités, et en particulier sur le rôle qu'ils ont joué dans les exercices d'évaluation multilingue qui ont été lancés au niveau régional, dans les activités de partage des connaissances dans le domaine du droit de l'insolvabilité et également sur les avantages de l'approche régionale et multilingue qui a été adoptée. Avant d'ouvrir le bal, je voudrais donner la parole à Madame la secrétaire qui va nous présenter, qui va faire quelques remarques d'intendance. Merci beaucoup, merci beaucoup Monsieur le Président. Merci. Je souhaite la bienvenue à ceux qui se joignent à nous en ligne et à ceux qui participeront à cette réunion à distance. Permettez-moi de vous donner quelques informations sur cette table ronde. Alors, il s'agit d'une réunion hybride. Elle supposera donc une certaine adaptation de nos méthodes de travail. Étant donné que nous nous réunissons en format hybride, cette réunion sera plus courte que prévu, 2 heures au lieu de 3 heures, de manière à pouvoir fournir des services d'interprétation avec participation à distance. Pour les participants à distance, ils pourront choisir la langue audio en cliquant sur le bouton interprétation qui est en bas de leur écran Zoom. Étant donné les limites de temps, il n'y aura pas de séance de questions-réponses en direct à la fin de cette table ronde. Cependant, les délégués participants dans la salle pourront poser les questions ou prendre la parole à tout moment. Ils pourront s'adresser aux représentants du secrétariat ici à mes côtés. Pour les participants à distance, il est également possible de le faire en utilisant la fonction questions-réponses de la plateforme Zoom dans les 6 langues de l'Organisation des Nations Unies. Dans les 2 cas, en présentiel comme en distanciel, le secrétariat s'efforcera de vous répondre le plus vite possible aujourd'hui ou après la journée d'aujourd'hui. Enfin, cette réunion sera enregistrée, enregistrement vidéo et audio qui seront mis à disposition sur le site de la CNUTSI dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Et un rapport
sera transmis au groupe de travail 5. Ceci permettra de permettre aux enseignements de la CNUTSI de parvenir au plus grand nombre. Voilà, sans plus tarder, je donne maintenant la parole à Madame Samira Moussaïeva, qui est responsable, conseillère juridique au niveau de la division du droit international et secrétaire du groupe de travail 5. Madame Samira, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons nous intéresser au cours de cette première séance sur les outils diagnostiques sur lesquels nous nous sommes appuyés au cours de l'année qui vient de s'écouler pour en apprendre davantage sur l'expérience qui a été celle des États dans le domaine de l'utilisation des textes relatifs à l'insolvabilité de la CNUTSI, pour s'informer également des besoins en matière de réforme du droit de l'insolvabilité, dans le domaine du renforcement des capacités, et pour faciliter également un dialogue transfrontière sur les questions relatives à l'insolvabilité. Le rôle de ces outils est double. Tout d'abord, ils aident à promouvoir les textes relatifs à l'insolvabilité de la CNUTSI, puisque, comme vous le verrez, ces outils qui seront présentés au cours de cette séance, ou que nous ferons référence, renvoient au texte de la CNUTSI et sont un guide-ligne dans le domaine de la réforme du droit de l'insolvabilité. Ensuite, ils aident le secrétariat de la CNUTSI et permettent de s'informer quant à l'expérience qui est celle des États quant à l'utilisation des textes de la CNUTSI en matière d'insolvabilité, lui permet de recenser les lacunes en matière de réforme du droit de l'insolvabilité, les besoins en matière de renforcement des capacités. Or, ces connaissances, vous le comprendrez, sont fondamentales pour que le secrétariat puisse élaborer des activités d'assistance technique qui soient plus adaptés aux besoins, en particulier concernant les programmes liés et les domaines de travail, les domaines d'action du secrétariat de ses partenaires. Ceci permet d'utiliser les ressources limitées à disposition du secrétariat pour les activités législatives de manière plus judicieuse. Cette réunion réunit des partenaires de longue date et de nouveaux partenaires du secrétariat de la NUCSI. Nous présenterons les approches donc montantes et descendantes dans le domaine de l'évaluation du droit de l'insolvabilité, son application de par le monde. Ceci permet également d'avoir un point de vue plus général. Les deux exposés que nous allons écouter tout d'abord sont du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. André Federico Martinez, qui est spécialiste des secteurs financiers du groupe de la Banque mondiale, et José Garrido, qui est conseiller au niveau du Fonds monétaire international, sont bien placés pour nous présenter les méthodes d'évaluation mises en place par ces institutions dans le domaine du droit de l'insolvabilité. Ils ont une expérience très riche en la matière. Monsieur Martinez, Monsieur Garrido, parlez-nous justement des méthodes et du rôle que jouent les textes de l'insolvabilité élaborés par la CNUCI dans votre domaine d'action. Merci. Merci d'avoir invité la Banque mondiale à vous présenter sa méthode de travail et notamment la méthode d'évaluation. Nous travaillons dans le domaine de l'insolvabilité. Nous travaillons donc sur 4 domaines principaux. Tout d'abord, l'élaboration des normes. Le groupe de travail et le groupe de la Banque mondiale et la CNUTSI donc travaillent dans le domaine justement dans le domaine de l'insolvabilité et des régimes de gestion des créanciers et des débiteurs. L'objectif est de mettre un cadre qui permet justement aux participants d'évaluer les risques de défaut de paiement dans justement les relations commerciales et ainsi contribue justement à la stabilité financière. En 2001, nous avons élaboré des principes en la matière, donc les principes de la Banque mondiale. Alors, ils ont été élaborés en 2001. Ils ont été mis à jour à plusieurs reprises. La dernière version a été publiée en 2021. Je crois que ce document sera partagé par le secrétariat avec les participants. Les principes de la Banque mondiale et le guide législatif de la CNUTSI sur l'insolvabilité constituent la meilleure pratique dans l'élaboration justement de ces régimes de gestion des créanciers et des débiteurs. Ils permettent de mettre en avant des solutions intégrées, adaptées au contexte et illustrent également les choix politiques qui ont été adoptés dans l'élaboration de ces solutions. Ces principes de la Banque mondiale, combinés avec les recommandations qui figurent dans le guide législatif de la CNUTSI, forment justement cette norme internationale en la matière qui a été reconnue par le Conseil de stabilité financière. Le groupe de la Banque mondiale se livre à la mise en œuvre justement de ces principes par des évaluations, donc par des
des diagnostics qui couvrent tous les aspects du cycle de vie du crédit dans 4 domaines. Tout d'abord, les systèmes de gestion des droits des débiteurs et des créanciers, les systèmes de redressement et de gestion du risque, les procédures officielles d'insolvabilité et le cadre institutionnel justement de la mise en œuvre de ces régimes. Pour les représentants de l'insolvabilité. Alors ces évaluations analysent le droit à disposition ainsi que sa mise en œuvre. Cette méthodologie ou cette méthode d'évaluation est basée sur la norme internationale. Le cadre de l'insolvabilité ou mis en place dans un pays dans le domaine de l'insolvabilité est évalué à la lumière justement de ces principes et des recommandations qui figurent dans le guide législatif de la CNUCI dans le domaine de l'insolvabilité. Ce processus d'évaluation commence par la distribution d'un questionnaire à l'attention des autorités locales, des acteurs. L'équipe ensuite examine la législation et les données en la matière. Une mission sur le terrain permet d'obtenir davantage d'informations sur l'application pratique justement de ce cadre de gestion de l'insolvabilité par des entretiens avec toute une série d'acteurs, les banques, cabinets d'avocats, administrateurs de l'insolvabilité, juges, sociétés ou cabinets d'audit, de comptabilité, registres, agences gouvernementales. Après un processus exhaustif de collecte de ces informations, il y a un bruit de fond, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc les résultats et les recommandations de cette équipe revêtent la forme soit d'un rapport sur le respect des normes et des codes, soit ou revêtent la forme donc d'une note technique. Ces deux instruments sont similaires, bien que la note technique parfois sont beaucoup plus courtes. Étant donné qu'elles sont plus courtes et portent sur des aspects beaucoup plus limités de l'application de ces normes à la demande de ceux qui sont responsables, et ce à la demande de ceux qui sont responsables du secteur financier. Alors ceci, donc comme je l'ai dit, donc ces documents sont différents. Donc, dans le rapport, vous trouverez par exemple une annexe qui examine les principes un par un et qui procède à une description détaillée qui donne une note justement au cadre de gestion de ce régime de gestion des débiteurs et des créanciers. Ceci est absent bien sûr dans la note technique. Alors l'objectif étant est de recenser donc les faiblesses, les domaines qui peuvent être améliorés, de fournir des recommandations pour amélioration donc de ce cadre, mettre à disposition donc des guides de mise en œuvre dans des domaines particuliers. Après que ces documents sont mis à la disposition des intéressés, l'équipe est à disposition. Elle peut débattre des conclusions, des recommandations avec ses acteurs. Elle peut débattre avec eux de la mise en œuvre des recommandations. Et bien sûr, très souvent, justement, les débats portent sur l'assistance technique. Avec l'accord des autorités du pays, une assistance technique, eh bien, l'assistance technique revêt plusieurs formes, un soutien technique, à l'attention donc notamment dans le domaine des réformes réglementaires, judiciaires, législatives, des programmes de formation judiciaire peuvent être mis en place, une assistance sur le long terme en matière de renforcement des capacités des professionnels impliqués dans ce domaine est également réalisée. Dans les activités de suivi, le guide législatif de la CNUCI sur l'insolvabilité constitue le principal document de référence qui permet de fournir une assistance technique en matière de réforme juridique, d'organiser des activités de formation spécialisée. Pour ce qui est de la loi type de la CNUCI sur l'insolvabilité internationale, sa mise en œuvre a été recommandée. Enfin, nous la recommandons pour respecter justement les normes internationales dans le domaine du régime de gestion des créanciers et des débiteurs. Dans de nombreux domaines, cette recommandation a découlé sur l'adoption de la loi type dans plusieurs pays. Pour ce qui est du partage des connaissances, le groupe de la Banque mondiale donc partage ses connaissances par un nombre d'initiatives dont l'objectif est de sensibiliser justement au travail que nous accomplissons dans la matière, à l'importance qu'il y a de lancer donc une réforme du droit de l'insolvabilité en tant qu'objectif politique. Nous avons organisé toute une série d'ateliers en 2022 par exemple à l'attention des petites et moyennes entreprises, à l'attention des représentants de l'insolvabilité. La CNUCI est un partenaire clé des institutions
institutions, la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale et la CNUTSI organisent de concert avec l'INSOL un colloque judiciaire international sur l'insolvabilité qui réunit des juges des pays développés comme en développement pour aborder justement sur le traitement des affaires d'insolvabilité. Certains des outils que nous sommes en train d'élaborer, comme par exemple une méthodologie en matière d'évaluation, n'est pas terminée. Je ne peux pas donc vous donner davantage d'informations. Je vous renvoie à notre site internet sur en la matière. Alors, je tiens en guise de conclusion à féliciter à nouveau la CNUTSI à l'occasion du 25e anniversaire sur la loi type pour l'adoption, 25e anniversaire de l'adoption de la loi type de la CNUTSI sur l'insolvabilité internationale. Sans plus tarder, je maintenant la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir et un honneur pour moi que de participer à cette table ronde pour vous donner un aperçu justement de l'expérience de l'FMI, du FMI dans l'évaluation des systèmes de gestion de l'insolvabilité. Les fonctions clés du Fonds monétaire international sont les suivantes. La surveillance du système monétaire international, la surveillance bien sûr des politiques financières et économiques de ses États membres, la fourniture d'un financement aux pays membres pour régler leurs problèmes de balance des paiements et la fourniture d'une assistance technique et de services financiers. La surveillance de l'économie, de la santé économique des États membres et des évolutions qui constituent des risques à la croissance et à la croissance économique et à la finalité et à la stabilité financière suppose parfois l'analyse du régime national de gestion de l'insolvabilité. En effet, des régimes d'insolvabilité adaptés sont fondamentaux pour garantir la croissance économique, la stabilité financière et pour fournir la réponse idoine en cas de crise économique. Je vais revenir sur la méthodologie, très brièvement, sur la méthodologie que nous utilisons pour ces évaluations, comment nous l'avons conçue, comment nous utilisons les indicateurs et comment nous nous efforçons d'intégrer les données empiriques dans l'analyse de l'insolvabilité. Alors pour ce qui est de cette méthodologie, pour l'évaluation des systèmes d'insolvabilité, nous utilisons la méthodologie élaborée conformément aux normes internationales relatives à l'insolvabilité. L'évaluation du système d'insolvabilité peut se faire dans le cadre d'un exercice de surveillance, ce que nous appelons les consultations au titre de l'article 4, dans le cadre d'évaluation plus générale du secteur financier ou dans le cadre d'une assistance technique qui fait généralement l'objet d'une demande de la part des autorités nationales. Comme je vous l'ai expliqué, les normes en matière d'insolvabilité et de droit des créanciers font partie des principes de la Banque mondiale et des recommandations qui figurent dans le guide législatif de la CNUTSI sur le droit de l'insolvabilité. Celles-ci ont été élaborées par ces deux organisations en consultation avec le Fonds monétaire international. Cette norme est une norme assez générale, elle met l'accent sur le droit de l'insolvabilité, mais elle aborde également d'autres éléments importants dans la protection des droits des créanciers. En tant qu'outil d'évaluation, elle est extrêmement utile pour recenser les problèmes et pour aider les pays à renforcer leur régime d'insolvabilité. Cette méthodologie a été élaborée par la Banque mondiale et la CNUTSI sur la base de la norme avec l'aide du FMI. Sa dernière version date de 2011. 285 critères d'évaluation de la conformité y figurent. La méthodologie est très détaillée. Elle mentionne tous les critères essentiels qui doivent être pris en considération par ceux qui procèdent à l'évaluation. Elle porte principalement sur les caractéristiques principales du droit de l'insolvabilité, y compris la liquidation, la réorganisation, l'insolvabilité transfrontière et les aspects institutionnels. Et cette analyse se centre pas seulement d'ailleurs sur le droit, mais également sur l'application dans la pratique des dispositions juridiques. Beaucoup des critères d'évaluation découlent en fait des recommandations figurant dans le guide législatif, étant donné que les principes sont assez généraux. Les solutions qui sont mentionnées dans le guide sont ainsi extrêmement utiles et servent de base à l'évaluation des systèmes d'insolvabilité ou de gestion de l'insolvabilité. Permettez-moi maintenant de revenir à l'utilisation et à la conception des indicateurs. Le FMI a mis l'accent sur la recherche économique. En effet, le lien qu'entretiennent l'économie et le droit est un domaine de recherche très intéressant. Il permet une analyse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà.
Alors, y compris une recherche sur les effets économiques du droit de l'insolvabilité. En effet, de nombreuses recherches économiques dans la matière utilisent les indicateurs, des indicateurs qui renvoient aux caractéristiques institutionnelles et juridiques. Ceci est utilisé pour procéder à une évaluation justement des liens que ceci entretiennent avec l'économie. En 2018, le FMI a publié une note d'orientation à l'attention des tiers qui utilisent à l'attention des utilisateurs tiers dans les rapports du fonds. Les indicateurs créés par des fonds peuvent être utilisés, mais le FMI et le personnel du FMI doivent d'abord les comprendre, y compris la méthodologie qui a été utilisée pour les élaborer, leurs limitations. C'est pour cette raison que nous préférons utiliser les indicateurs qui ont été créés par le fonds lui-même. Nous avons conçu 2 indicateurs de recherche qui sont liés au régime d'insolvabilité. En 2020, nous avons publié un papier sur la prévention et le traitement de l'excès de dette en Asie, dans lequel figurait un indicateur mesurant plusieurs aspects du régime juridique de l'insolvabilité personnelle et des entreprises. Ceci a permis aux économistes de mettre à l'essai plusieurs hypothèses de travail concernant les relations existantes entre le droit et l'économie. Plus récemment, en février 2022, nous avons conçu un autre indicateur pour mesurer le degré dans lequel les systèmes juridiques seraient prêts à faire face à une crise collective des entreprises. Cet indicateur a été élaboré en utilisant des éléments figurant dans la norme que nous avons trouvé particulièrement utile en cas de crise. Nos indicateurs sont basés sur des éléments fondamentaux de la norme en matière d'insolvabilité. Ils peuvent être utilisés, aller plus loin que la norme, ou peuvent être utilisés pour la renforcer. Nous pensons que ces indicateurs jouent un rôle fondamental. Ils permettent de soutenir la recherche dans le domaine économique. Ils permettent également de diffuser un message à l'attention de tous les acteurs. Les indicateurs, cependant, ne sont que des indicateurs. Ils ne renvoient qu'à l'existence éventuelle de problèmes. Ils supposent toujours une analyse plus approfondie. Ils sont donc considérés plus comme un outil de recherche que comme un outil d'évaluation. En outre, nous n'utilisons pas de classification, étant donné que nous pensons que les aspects négatifs sont bien plus importants que les effets positifs que ceci pourrait avoir. Enfin, permettez-moi de dire quelques mots concernant les données empiriques. Nous sommes convaincus de l'utilité de l'utilisation des données empiriques. Ça correspond à une position traditionnelle des économistes en la matière. Nous pensons cependant que cela constitue également l'avenir du droit. En effet, beaucoup des divergences et des différends dans la conception des droits sur l'insolvabilité sont basés sur des idéologies qui s'opposent ou sur des préjudices en opposition. Cependant, nous avons peu de preuves empiriques étayant ces positions, pour ou contre une solution donnée. Nous avons fourni des indications sur l'utilisation que nous faisons des données dans l'évaluation et la conception des systèmes de gestion de l'insolvabilité dans un document de travail publié en 2019. Des statistiques plus détaillées permettent d'arriver à une évaluation plus précise de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas dans un système juridique. Les systèmes de gestion de l'insolvabilité doivent jouer des fonctions économiques ou exercer des fonctions économiques cruciales et au final sont l'utilisation ou l'outil d'évaluation le plus précis. Et cette l'évaluation la plus fiable, ne pourra être basée que sur des données véritables. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci d'avoir partagé avec vous ce que vous faites. Alors, ce que je retire de ce que vous venez de dire, c'est que les normes en matière d'insolvabilité préparées par la CNUSI ont été utilisées au niveau des évaluations du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à différentes fins. Ceci souligne le lien qui existe entre notre travail et nos mandats et la nécessité de combler les lacunes qui existent pour éviter justement des lacunes et des incohérences. Nous espérons que les textes de la CNUSI en matière d'insolvabilité continueront d'être utilisés, y compris dans le secteur des entreprises. Il devrait être utilisé également parce qu'il reflète les meilleures pratiques dans la gestion des problèmes liés à l'insolvabilité. Les aspects transfrontières de l'insolvabilité ne doivent pas être ignorés. Ainsi, la législation de la CNUSI en la matière, qui comprend la norme internationale, y compris la recommandation numéro 5, recommande aux États de mettre en œuvre la loi type sur l'insolvabilité transfrontière. Nous allons maintenant écouter Madame Catherine Bridge-Zoller de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nous avons une relation de longue date avec la banque depuis longtemps.
Madame Bridge-Zoller, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la première évaluation que vous avez réalisée et auquel le secrétariat de la CNUTSI a contribué? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis heureuse, Madame, de participer à cette manifestation au nom de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Je voudrais également féliciter la CNUTSI à l'occasion du 25e anniversaire de la loi type et pour le travail accompli dans le domaine de l'harmonisation des systèmes d'insolvabilité. Comme ça a déjà été dit, je vais vous donner un aperçu justement du travail d'évaluation accompli dans le domaine de l'évaluation donc accompli par la Banque européenne de reconstruction et de développement. Alors, je voudrais tout d'abord revenir sur le programme que nous avons lancé. Celui-ci a pour but justement d'aider donc les institutions à mettre en place un climat favorable aux investissements dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Nous procédons à intervalles réguliers à des évaluations juridiques dans les pays où nous investissons. Nous nous efforçons donc d'évaluer les cadres juridiques nationaux, de les comparer aux pratiques internationales en la matière. Ceci nous permet d'identifier justement les incohérences et d'identifier les pays dans lesquels nous devrions sur lesquels nous devrions mettre la priorité pour ce qui est des activités de coopération technique. Au mois de février 2022, nous avons publié un rapport d'évaluation d'ensemble qui concerne les entreprises qui sont en situation financière difficile ou en situation d'insolvabilité. Nous avons couvert 38 économies dans lesquelles 38 pays donc dans lesquels nous sommes présents et 40 juridictions qui couvrent les 8 régions de la BERD. À l'instar de la CNUTSI, nous soulignons l'importance qu'il y a de mettre en place des procédures accélérées de redressement, des matières en matière de protection et également protection justement des principaux contrats qui permettent de garantir le fonctionnement des entreprises. Nous considérons également nous examinons si des dispositions relatives à l'insolvabilité transfrontière sont à disposition. Elles sont importantes pour garantir la réorganisation de ces entreprises. Elles permettent d'attirer les investissements étrangers. Nous évaluons la force des économies en fonction des cadres qui sont mis en place pour aider les entreprises. Et nous procédons à une évaluation tout d'abord du droit en la matière et nous utilisons également un retour d'expérience des participants. Nous avons ainsi collecté des informations auprès de plus de 500 personnes qui travaillent dans le domaine de l'insolvabilité, qui travaillent dans la région de la BERD. Nous avons également attribué une note au pays qui publie des données claires et exhaustives dans le domaine de l'insolvabilité. Nous mesurons également la performance des pays en utilisant certains indicateurs. Tout d'abord l'efficacité, l'efficience et la souplesse. Alors, en la matière, nous respectons le principe numéro 5 sur un règlement rapide de la procédure d'insolvabilité sur la base du guide de la CNUTSI. Nous prenons encore en considération également l'efficacité économique. Nous pensons que des outils doivent être mis à disposition dans le cadre national pour réorganiser ces entreprises. Enfin, pour ce qui est de la souplesse, nous nous efforçons d'évaluer la souplesse. Nous essayons de voir s'il y a plusieurs dispositions qui sont à disposition, s'il y a des procédures simplifiées, des procédures hybrides pour les petites entreprises notamment. Donc, les 40 profils économiques, toutes les informations relatives à l'évaluation, les 20 annexes, vous pourrez y trouver des informations détaillées. Les données des questionnaires sont à disposition sur le site de la BERD. Et EBRD, donc le site de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Je voudrais également revenir sur les activités à venir de la BERD et j'espère que ceci également servira de base à notre coopération avec la CNUTSI. Alors, le premier résultat auquel nous sommes parvenus, c'est que davantage doit être fait pour améliorer les procédures de réorganisation des entreprises dans de nombreuses juridictions. En effet, dans certaines juridictions,
Il n'y a pas suffisamment de procédures hybrides de réorganisation de ces entreprises, de restructuration de celles-ci. C'est fondamental si on veut rapidement sortir de la procédure d'insolvabilité. Celles-ci ne sont à disposition que dans la moitié des pays que nous avons évalués. Ce qui est également important, c'est la protection, bien sûr, des activités et de financement après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. 15 pays que auxquels nous avons procédé, pour lesquels nous avons procédé à une évaluation n'avaient pas de mécanisme de ce type en place. Ensuite, troisièmement, il est nécessaire également de protéger les tiers, notamment dans les procédures de restructuration. C'était quelque chose qui faisait défaut dans 20 des juridictions que nous avons évaluées. Ensuite, deuxième conclusion, c'est le potentiel en matière d'adoption de la loi type sur l'insolvabilité transfrontière et les textes de la CNUTSI, la coordination et la coopération, entre les juridictions et une meilleure administration des procédures d'insolvabilité internationale est fondamentale. Cependant, 23 pays dans lesquels nous investissons ne disposent pas de dispositions relatives à l'insolvabilité internationale dans la législation nationale relative à l'insolvabilité. Et officiellement, la loi type de la CNUTSI sur l'insolvabilité internationale n'a été mise en œuvre que dans 6 économies dans lesquelles nous investissons. Cependant, il est intéressant de constater qu'il y a au moins beaucoup d'influence de la loi type dans 9 autres juridictions. Le troisième élément que je souhaiterais mettre en avant est l'absence dans la grande majorité des pays de dispositions adaptées aux petites et moyennes entreprises. D'après notre évaluation, il n'y a que 3 économies de la BERD qui ont adopté des dispositions spécifiques fondées sur la taille des entreprises en termes de réorganisation. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le front politique afin d'encourager les législateurs nationaux à réfléchir aux PME maintenant que nous disposons de recommandations et d'orientations de la part de la CNUTSI à cet égard. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres résultats à la suite de cette évaluation, notamment la nécessité d'une spécialisation accrue des juges dans bon nombre de juridictions. La moitié des juridictions que nous avons couvertes, on constate que les dossiers d'insolvabilité sont gérés par des tribunaux commerciaux. Enfin, je souhaiterais parler des prochaines étapes dans le domaine politique. Comme le FMI l'a dit, il y a beaucoup de données en matière d'insolvabilité et notre objectif à la BERD est de travailler de manière plus étroite avec les autorités nationales parce qu'il y a une volonté d'obtenir davantage de données. C'était une question essentielle qui a été abordée au cours de l'évaluation. On a constaté que seuls 5 des pays examinés disposaient de registres à jour en matière d'insolvabilité. Dans 10 pays, il n'y avait pas de publication des données en matière d'insolvabilité. Il y a donc beaucoup à faire à cet égard afin d'accroître les capacités pour améliorer un processus décisionnel fondé sur des données. Nous allons travailler en étroite collaboration avec la CNUTSI également afin de mieux comprendre l'utilisation de la loi type sur l'insolvabilité internationale et afin de sensibiliser à ses avantages et à la nécessité de garantir des dispositions transfrontalières en matière d'insolvabilité. Nous allons également suivre les évolutions concernant les micro, petites et moyennes entreprises, car nous pensons que cela sera tout particulièrement pertinent pour les futures réformes des législations en matière d'insolvabilité. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et encore une fois, nous saluons le travail excellent réalisé par la CNUTSI en matière d'insolvabilité. Je vous remercie. L'outil de la BERD est
assez nouveau par rapport aux méthodologies utilisées par la Banque mondiale et le FMI. Nous sommes heureux qu'ils se fondent sur les documents de la CNUTSI en matière d'insolvabilité. Nous sommes également heureux qu'il existe des indicateurs transfrontaliers pour permettre une méthodologie d'évaluation. Nous sommes tout à fait prêts à nous pencher sur les futurs résultats d'évaluation comme nous l'avons fait pour les premiers. Les trois premiers intervenants ont représenté l'approche descendante. Les deux prochains orateurs vont, eux, mentionner l'approche ascendante. Nous allons avoir tout d'abord M. André Rochin, qui est de l'Institut ibéro-américain de droit sur les faillites, une organisation observateur invitée aux sessions du groupe de travail 5 de la CNUTSI. Les institutions ont lancé en automne dernier le G8 de l'Amérique latine sur l'insolvabilité et un programme de restructuration. Le secrétaire de la CNUTSI n'a pas hésité à soutenir ce programme après la présentation de M. Rochin. Nous comprendrons mieux pourquoi. Nous ne vous entendons pas malheureusement. Pouvez-vous m'entendre? Oui? Parfait. Mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les observateurs, je vous remercie de me donner la possibilité de présenter notre programme sur l'insolvabilité en matière de restructuration. Nous, les pays d'Amérique latine, examinons toujours les systèmes d'insolvabilité anglo-saxons. Nous avons beaucoup à apprendre en tant que pays en développement. Mais nous avons pensé qu'il était temps de commencer à réfléchir entre nous et apprendre les uns des autres. Après tout, nous avons les mêmes racines culturelles. Nous sommes tous des juridictions de droit civil. Nous avons donc créé un programme qui a cet objectif, à savoir échanger nos expériences, nos connaissances entre les principales économies d'Amérique latine, entre le Brésil, le Mexique, la Colombie et le Chili, mais également avec l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. 2 continents, 8 pays, c'est comme cela que le G8 euro-américain est né. Nous avons travaillé pendant 8 semaines. Une semaine était consacrée à chaque pays, 2 journées de session de 3 heures. Lors de la première journée, il y avait des présentations et des discussions concernant les différents systèmes d'insolvabilité de chaque pays sur le cadre juridique. Une approche plus juridique, théorique, plus académique a été adoptée dans le cadre de cette analyse. Au cours de la deuxième journée, la session portait sur des discussions de cas emblématiques d'insolvabilité internationale de chaque pays couvert par le programme, et ce, dans la perspective de la loi type de la CNUTSI sur l'insolvabilité internationale. Une approche plus pragmatique a été adoptée dans l'analyse de ces cas. Chaque session s'est déroulée dans la langue de la juridiction couverte, en espagnol, en français ou en portugais. Dans chacune de ces juridictions, le projet était dirigé par un leader local, un professionnel expérimenté, respecté, reconnu dans le secteur de l'insolvabilité. Il s'agissait de moi-même, André Rocha pour le Brésil, Luis Palomino pour le Mexique, Francisco Reyes Villamizar pour la Colombie, Juan Luis Goldenberg pour le Chili, Nathalie Le Boucher pour la France, Luciano Panzani pour l'Italie, José Pajares pour l'Espagne. Il y avait également Teresa Pitora pour le Portugal. Ils ont à leur tour sélectionné des experts locaux pour parler du système d'insolvabilité de leur pays le premier jour et des professionnels qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans les affaires d'insolvabilité transfrontalière pour parler le deuxième jour. Les principaux cas sélectionnés et concernaient la loi type de la CNUTSI sur l'insolvabilité internationale. Il y avait notamment Oil Telecom pour le Brésil,
Oro Negro et Aeromexico pour le Mexique, Avianca pour la Colombie et Latam Airlines pour le Chili. Les principales affaires sélectionnées en Europe étaient CGG pour la France, Paramalat pour l'Italie et ainsi qu'à l'Italia, Abengoa et Delphi en Espagne et Rio Forte pour le Portugal, sans oublier Banco Espírito Santo. Nous avons également invité les pays de langue portugaise, espagnole, française et italienne à participer car le groupe G8 a un grand potentiel pour influencer positivement les systèmes d'insolvabilité de ces pays en partageant leurs connaissances, leurs expériences professionnelles. Les institutions qui ont accepté de parrainer le projet dès son lancement sont IBAJOUT, l'Institut brésilien d'insolvabilité, et l'IIDC, l'Institut ibéro-américain du droit. Après son lancement, le projet a été présenté au secrétariat de la CNUTSI, qui heureusement est devenu un supporteur officiel. Et je remercie vivement le secrétariat de la CNUTSI d'avoir ouvert ses portes à l'initiative du G8, ce qui confère au projet une stature beaucoup plus importante. INSOL International a également rejoint le projet en tant que soutien officiel. Avec la CNUTSI, 19 experts internationaux ont été désignés par le secrétariat de la commission pour analyser et commenter chaque session du G8. Donc, après 8 semaines, nous avons réussi le marathon des 48 heures du G8 qui impliquait les 8 principales économies latines, un total de 66 professionnels, 8 dirigeants locaux, 8 entités représentées, dont la présidence d'INSOL International, le président et le vice-président de l'IIDC, en plus des juristes de la CNUTSI. Il y avait également les 19 experts de la CNUTSI. Il y a 32 orateurs qui sont intervenus et plus de 300 participants se sont inscrits. 8 systèmes d'insolvabilité ont été présentés et discutés. 11 affaires majeures d'insolvabilité transfrontalière ont été également présentées et discutées. Après les 16 journées de session des pays du G8, il était temps d'analyser, de discuter les meilleurs moments de cet exercice. 2 jours de table ronde entre les dirigeants du G8 et les fonctionnaires et experts juridiques de la CNUTSI ont eu lieu en mars de cette année. Il s'agissait des journées 17 et 18 du programme. On a réuni les juristes de la CNUTSI et 5 experts nommés qui ont rejoint les dirigeants du G8 lors des tables rondes. Les experts de la CNUTSI étaient Jean-Luc Valence de la France, Lucio Gaia d'Italie, Luis Mejan du Mexique, Diana Rivera de la Colombie et Thomas Versberg du Brésil. Au cours de ces 2 journées, les meilleures pratiques et les goulets d'étranglement également de chaque système et de leur application transfrontalière en matière d'insolvabilité ont été discutés. On a également discuté de la manière dont chaque système peut contribuer à l'amélioration des autres. L'étape finale a été la préparation d'un rapport final signé par les dirigeants du G8. Un rapport final de 100 pages a été signé par les dirigeants du G8 contenant un résumé des principaux points, des principales analyses. Ce rapport a été envoyé au secrétariat de la CNUTSI et les principales conclusions ont été présentées à la commission au cours de cette session. Nous espérons que ce rapport constituera une source d'informations précieuses pour le secrétariat de la CNUTSI pour renforcer les capacités et les autres activités promotionnelles dans la région et entre les régions dans le domaine du droit de l'insolvabilité. Nous sommes également heureux de constater que le réseau établi par le programme et créé par nos discussions s'est avéré utile au secrétariat de la CNUTSI, notamment en particulier pour élargir sa base de données des affaires liées à la loi type de 1997 et dont nous célébrons le 25e anniversaire cette année. Nous avons également été heureux d'apprendre du secrétaire de la CNUTSI que le concept multilingue et transcontinental du programme, qui a rassemblé 8 juridictions de droit civil dans un dialogue sur les questions d'insolvabilité, pourrait être reproduit dans d'autres programmes du secrétariat de la CNUTSI. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec le secrétariat de la CNUTSI. Nous vous remercions. Thank you. Je vous remercie. C'est un problème effectivement
transcontinentale. Il faut poursuivre le dialogue sur les questions d'insolvabilité et entre les pays de l'Union européenne et non-Union européenne. Il faut également une approche axée sur les résultats afin d'accroître la visibilité, notamment en Amérique latine. Nous sommes heureux que nombreux sont ceux qui utilisent la loi type ainsi que le guide législatif. Le programme a permis d'avoir des incidences sur de nombreuses activités législatives. Nous espérons que ce dialogue qui a été lancé par le programme G8 va se poursuivre. Notre engagement dans ce programme promet des projets conjoints très intéressants qui vont nous aider à promouvoir la bonne compréhension et l'utilisation des textes de la CNUTSI sur l'insolvabilité, y compris les plus récents. Par exemple, les journées en Amérique latine et dans les Caraïbes qui vont intégrer les aspects insolvabilité pour les PME. Il y a un intérêt accru également pour l'insolvabilité pour les groupes d'entreprises. Nous avons déjà un réseau important avec la base de données cloud qui reprend les jurisprudences en matière d'insolvabilité internationale. Ce réseau nous a déjà aidé à préparer des publications pour cette année avec la première version de Cloud en espagnol. Nous remercions les différents experts de la région pour leur contribution à cet effort. Le dernier intervenant pour cette première séance est Alexander Trunk, directeur de l'Institut du droit en Europe de l'Est, président du Centre pour les études d'Europe orientale de l'Université de Kiel. Il va nous présenter un projet académique qui a été lancé cette année. Le secrétariat de la CNUTSI soutient ce projet, étant donné sa pertinence pour les textes de la CNUTSI sur l'insolvabilité, particulièrement la loi type de 97. Les discussions ont été très intéressantes et ont aidé le secrétariat à identifier les évolutions liées aux textes sur l'insolvabilité dans les différentes juridictions qui ont été présentées dans le cadre de ce projet important. Merci, professeur Trunk, pour avoir accepté de faire un exposé ce matin. Mesdames et messieurs les délégués et observateurs, tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir présenté en ces paroles agréables. Je vous remercie également pour l'invitation qui m'a été adressée. Je vais vous donner au cours de cette présentation un aperçu du projet de recherche sur le droit européen de l'insolvabilité transfrontalière et les pays tiers. Quelle est ou quelles sont là où les voies à suivre? Un projet qui a été lancé en février de cette année par un certain nombre d'universitaires de différents pays que nous espérons terminer en 2023. Ce projet est orienté vers la politique, c'est-à-dire que nous essayons de développer de nouvelles idées sur la manière de développer davantage la coopération transfrontalière en matière d'insolvabilité à l'avenir. Il s'agit essentiellement d'un projet universitaire. Cela donne à chaque participant la possibilité d'exprimer son point de vue personnel. Nous ne sommes pas dans l'obligation de trouver une solution généralement acceptée, mais nous pouvons accepter, même comme résultat du projet, des points de vue différents sur certaines questions. Cependant, nous prévoyons quand même de formuler au moins quelques recommandations communes. Bien que le projet soit essentiellement académique, nous avons invité, et sommes heureux de les avoir dans notre groupe, plusieurs juges et praticiens de l'insolvabilité de différentes juridictions. Le projet est né de la base, de l'expérience acquise dans l'enseignement et dans la recherche en matière de droit de l'insolvabilité transfrontalière. Le professeur Janiska Garcic de l'Université de Zagreb, que vous connaissez pour avoir travaillé au sein du groupe de travail 5 de la CNUTSI, et moi-même sommes les coordonnateurs de ce projet. Et nous disposons également d'un comité consultatif qui comprend des universitaires très réputés issus de différents milieux juridiques. Le projet a reçu l'aval officiel du secrétariat de la CNUTSI et du secrétaire général de la conférence de La Haye du droit international privé. Et nous avons également, dès le début, travaillé avec la Commission européenne. Le responsable de l'ADG Justice de la Commission est un observateur actif de notre projet. Alors, quelles sont
les liens entre ce projet et les travaux de la CNUTSI? Eh bien, certains États membres de l'Union européenne, mais pas tous, ont adopté la loi type sur l'insolvabilité transfrontalière. Comme on le sait, l'UE a adopté son propre règlement sur l'insolvabilité. Toutefois, comme ce règlement concerne principalement les relations internes à l'Union européenne, la coopération en matière d'insolvabilité avec les pays non membres de l'UE est en grande partie laissée entre les mains des États membres. Certains pays ont opté pour la loi type comme base de coopération avec les pays tiers, tandis que d'autres tendent à appliquer le règlement de l'Union européenne aux relations avec les pays tiers, par analogie. Un troisième groupe de pays n'a lui aucune approche codifiée et a tendance à refuser de coopérer de manière générale. Cette situation ne peut guère être satisfaisante du point de vue des créanciers ou même des débiteurs, notamment dans le contexte de la restructuration transfrontalière. De nombreuses entreprises insolvables ont des liens commerciaux, des filiales ou d'autres biens dans des pays non membres de l'Union européenne. Il est donc évident qu'il faut améliorer et systématiser le traitement des situations mondialisées, dirais-je. On peut imaginer différents résultats. Par exemple, la loi type inchangée ou modifiée pourrait être utilisée pour les relations entre l'Union européenne et les pays tiers, ou le règlement européen sur l'insolvabilité pourrait être étendu aux relations avec les pays tiers, peut-être sous une forme modifiée. Ou encore, l'Union européenne pourrait conclure des traités couvrant les questions d'insolvabilité transfrontalière avec les pays tiers. Toutes ces délibérations ne peuvent aboutir à des résultats exploitables sans un dialogue intensif avec les pays non membres de l'Union européenne. Alors, nous avons essayé d'entamer un tel dialogue. Bien entendu, la CNUTSI est l'enceinte la mieux positionnée pour organiser un tel dialogue. Toutefois, les discussions universitaires présentent leurs propres valeurs et peuvent, en tout cas c'est ce que nous espérons, apporter une contribution aux travaux de la CNUTSI. Nous sommes très heureux que le secrétariat de la CNUTSI semble partager ce point de vue et ait choisi de soutenir notre projet. Quelles sont les prochaines étapes? Notre groupe de recherche comprend actuellement environ 45 participants provenant de tous les continents. Nous accueillons encore de nouveaux membres, en particulier de pays qui ne sont pas encore représentés. J'ai récemment présenté le projet au Congrès de Londres de l'INSOL International et quelques participants supplémentaires ont alors rejoint notre groupe. Dans le cadre de notre projet, nous avons fixé la date limite, une date limite pour la remise des articles. Cette date est fin octobre et puis nous discuterons de tout cela au sein du groupe. Le résultat de base du projet sera donc une publication. Toutefois, nous avons entamé un processus continu de discussion au sein du groupe de recherche et nous avons récemment organisé un premier atelier. D'autres ateliers suivront et nous prévoyons 2 conférences plus importantes pour des discussions plus poussées. Les représentants des organisations intéressés sont toujours invités à participer et nous serons heureux de discuter avec eux des questions qui les intéressent. Il s'agirait donc d'un échange mutuel. Nous pouvons facilement organiser des événements éducatifs et nous serions très heureux que la CNUTSI s'y intéresse également. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, effectivement, le projet envisagé pourrait informer le droit et la réforme du droit sur l'insolvabilité en Europe et au-delà et pourrait rendre les textes de la CNUTSI sur l'insolvabilité encore plus pertinents. Je voudrais conclure cette session en remerciant les différents orateurs qui ont trouvé le temps pour partager avec nous leurs connaissances, leurs expériences. Je les salue également pour tout le temps investi dans la préparation de cette discussion. On a parlé des différents moyens qui sont utilisés par le secrétaire de la CNUTSI pour identifier les éléments les plus importants. L'objectif, c'est de promouvoir les textes de la CNUTSI, de sensibiliser à ceux-ci. Ce qui me mène à la session suivante concernant les ressources qui sont
nécessaires. Et c'est Benjamin Hérissette qui va se charger de cette partie du travail. Ce panel sur la nécessaire adéquation entre les ressources disponibles au sein du secrétariat de la CNUTSI et les besoins des utilisateurs des textes de la CNUTSI sur l'insolvabilité. Il n'aura échappé à personne, et surtout pas à ses États membres, que les ressources du secrétariat sont précieuses et doivent être utilisées avec tout le soin nécessaire pour s'assurer de la pertinence des actions d'assistance technique, de promotion et de dissémination des textes de la CNUTSI menés par le secrétariat, et ainsi maximiser leur impact auprès des utilisateurs finaux. Par utilisateurs finaux, j'entends les États qui incorporent les textes dans leur droit interne, mais également les juges, les magistrats, qui les appliquent ou les utilisent au quotidien. Nous allons d'abord entendre ma collègue, Madame Atita Kominder, chef du Centre régional de la CNUTSI pour l'Asie et le Pacifique, qui va nous présenter les exemples les plus récents d'utilisation des textes de la CNUTSI en matière d'insolvabilité dans une région, l'Asie-Pacifique, qui a connu une croissance économique très forte ces dernières décennies, mais également plusieurs crises financières ayant impacté les opérateurs économiques, et dans laquelle le centre régional collabore avec de nombreuses institutions actives en matière de réforme du droit de l'insolvabilité. Atita, je vous laisse la parole. Thank you, Benjamin. Merci Benjamin, bonjour à toutes et à tous. L'année 2022, en plus de marquer le 25e anniversaire de la LTI, marque également le 10e anniversaire du Centre régional de la CNUTSI pour l'Asie et le Pacifique, ou CRPA. Depuis la création du CRPA en 2012, la CNUTSI a élargi l'accessibilité en proposant des activités d'assistance technique dans plusieurs langues des Nations Unies et dans des langues régionales. La majorité des juridictions de la région Asie-Pacifique ont adopté au moins un instrument de la CNUTSI allant du commerce électronique au règlement des litiges ou à l'insolvabilité, favorisant ainsi l'harmonisation juridique et renforçant les échanges commerciaux. Les instruments de la CNUTSI relatifs à l'insolvabilité, y compris la LTI, sont un sujet d'assistance populaire dans la région, en particulier à la suite de la pandémie. Le centre régional répond à ce besoin en apportant un soutien sur plusieurs fronts, mais par souci de concision, j'en soulignerai trois. Premièrement, les partenariats. De nombreux acteurs sont impliqués dans la réforme du droit de l'insolvabilité dans la région, tels que le groupe de la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la BAD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et le International Insolvency Institute, Asian Business Law Institute. Il est donc essentiel d'établir des partenariats, en particulier lorsque les ressources limitées de la CNUTSI et de ses partenaires sont mises à profit et que les textes de la CNUTSI sur l'insolvabilité sont promus par nos partenaires à l'aide de nos documents d'orientation. Par exemple, ce printemps, les fonctionnaires du Vietnam ont invité le secrétariat à co-organiser un atelier de renforcement des capacités sur l'insolvabilité internationale de la CNUTSI suite aux recommandations de la BAD sur ce sujet. La CNUTSI a donc organisé un atelier d'une demi-journée pour les organismes intéressés, avec quelques comparaisons préliminaires entre le régime actuel du Vietnam et le cadre de la CNUTSI. Le centre régional collabore également avec des partenaires pour co-organiser des conférences régionales afin de promouvoir les instruments d'insolvabilité de la CNUTSI auprès d'un public plus large. Par exemple, en novembre dernier, le centre régional a organisé, conjointement avec le ministère de la Justice de Hong Kong et avec le soutien de la BAD, le 4e sommet judiciaire de la CNUTSI pour l'Asie et le Pacifique, un événement phare biennal qui permet de renforcer les capacités en matière d'insolvabilité et d'autres instruments de la CNUTSI à plus de 800 juges, fonctionnaires, praticiens, universitaires d'Arménie, du Bangladesh, du Népal et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre autres. L'édition de l'année dernière a été particulièrement intéressante car elle a abordé le nouveau mécanisme de coopération en matière d'insolvabilité et de restructuration de la dette des entreprises mis en place par le ministère de la Justice de Hong Kong et la Cour suprême populaire de Chine, permettant aux liquidateurs de Hong Kong de demander aux tribunaux du continent la reconnaissance des procédures d'insolvabilité à Hong Kong et vice-versa. Selon des sources officielles, le mécanisme fait référence à certains principes de la LTI et va même au-delà de la loi type pour répondre à des besoins juridictionnels spécifiques. Le fait que la LTI puisse être utilisée comme base pour répondre à ces besoins est précisément ce qu'elle a été conçue pour accomplir et témoigne de sa polyvalence et de sa flexibilité. En septembre dernier, le Centre régional a également co-organisé un forum avec le ministère coréen de la Justice, un panel intitulé « L'insolvabilité des PME
un régime simplifié apporté sur les nouvelles recommandations législatives de la CNITSI sur l'insolvabilité des micro et petites entreprises. L'événement a rassemblé plus de 430 parties prenantes des secteurs gouvernementaux, commerciaux et juridiques provenant de 72 juridictions de la région. Le deuxième moyen par lequel le centre régional fait correspondre les besoins avec le soutien disponible est de refléter dans les programmes la dynamique d'intégration sous-régionale et l'emplacement des principaux centres de restructuration et d'insolvabilité dans la région. Le rôle de ces facteurs dans la réforme des lois sur l'insolvabilité nationale et internationale dans la région ne doit pas être sous-estimé. D'après notre expérience, la promulgation d'un texte de la CNUTSI dans un pays du groupe partageant les mêmes racines culturelles et historiques, les mêmes traditions juridiques, une langue similaire et un niveau de modèle de développement économique produit un effet domino sur les autres pays du même groupe. Le troisième et dernier moyen que je soulignerai est la manière dont le centre régional travaille avec les juridictions pour répondre aux besoins et aux demandes individuelles. En Inde, par exemple, le CRPA travaille depuis plusieurs années avec des experts et des institutions telles que le Comité national de coordination de la CNUTSI en Inde, le Conseil indien de l'insolvabilité et de la faillite et des facultés de droit telles que la GNLU et la NLUD, afin de promouvoir des instruments de la CNUTSI en matière d'insolvabilité. Les principales activités comprennent la co-organisation de conférences régionales pour les parties prenantes publiques et les acteurs de l'insolvabilité, ainsi que des conférences dans le cadre de la série académique phare de la journée Asie-Pacifique de la CNUTSI. Ça contribue à sensibiliser notamment les étudiants à ces questions. Cela fait également partie de l'ensemble des mesures les plus récentes prises en Inde dans le cadre des réformes du droit de l'insolvabilité. Mes deux derniers exemples sont la Thaïlande et la Mongolie. À la demande de ces pays, le centre régional a entamé toute une série de réunions avec les agences thaïlandaises pour discuter de l'évolution globale de l'utilisation des instruments de la CNUTSI, y compris l'insolvabilité. Cela a permis d'informer le secrétariat de la manière dont les recommandations du guide législatif de la CNUTSI sur l'insolvabilité, y compris la partie 5 récemment ajoutée sur l'insolvabilité des micro et petites entreprises, ont été appliquées dans les récentes réformes nationales. En réponse aux préoccupations exprimées, en particulier en ce qui concerne les aspects de l'insolvabilité transfrontalière, le secrétariat de la CNUTSI a réfléchi à la marche à suivre avec les organismes intéressés, y compris le soutien supplémentaire nécessaire pour faire mieux comprendre aux décideurs, juges et autres praticiens locaux les lois types de la CNUTSI dans le domaine de l'insolvabilité, l'expérience de leur utilisation dans le monde entier et les avantages de leur promulgation en Thaïlande. La Mongolie, comme d'autres pays en développement dans son littoral de la région, a des besoins spécifiques en matière de réforme juridique. En décembre dernier, le secrétariat de la CNUTSI a été invité à présenter les recommandations législatives de la CNUTSI sur l'insolvabilité des micro et petites entreprises lors d'une conférence organisée par le ministère de la Justice et de l'Intérieur de la Mongolie. La conférence a abordé des défis pratiques et des obstacles à la mise en œuvre de la réforme du droit privé dans cette juridiction a été l'occasion de présenter les meilleures pratiques de différentes juridictions et organisations internationales. Les observations faites au cours de la conférence devaient être incluses dans l'ensemble des recommandations de réforme du droit présentées au gouvernement. J'en ai terminé. Je vous remercie. Je vous remercie, Atita. Nous allons désormais écouter deux magistrats chevronnés, récemment retraités, qui sont impliqués dans des actions de formation, de dissémination, d'échange et de partage d'expériences à destination des juges du monde entier, basées sur les textes de la CNUTSI. Madame Nicoletta Nastasier, après une carrière d'avocate, vous avez exercé pendant 18 ans en tant que juge spécialisé dans le règlement des difficultés des entreprises en Roumanie, un pays de droit civil. À ce titre, vous avez participé à de nombreuses initiatives visant à promouvoir la coopération, la communication et la coordination entre les tribunaux en matière d'insolvabilité, sous l'égide de la CNUTSI, bien entendu, mais également de l'Union européenne, d'INSOL et de l'Institut international d'insolvabilité. C'est également le thème d'une thèse que vous préparez actuellement à l'Université Titu Maiorescu de Bucarest. Quelles leçons tirez-vous de ce travail de formation et d'information, et comment est-il possible d'améliorer l'impact de ces initiatives auprès des juges sur le terrain, en particulier dans les juridictions de droit civil?
Thank you. Thank you, Benjamin. Merci Benjamin. C'est un privilège et un honneur pour moi que d'avoir la possibilité de prendre la parole à l'occasion de cette 55e session de la CNUTSI, à l'occasion de cette table ronde. Et dans le cadre de mon intervention, je voudrais partager avec vous mon point de vue en tant que juge spécialisé, juge européen de droit civil spécialisé dans le droit de l'insolvabilité. Je voudrais vous faire part de certaines des difficultés auxquelles j'ai été confronté dans le cadre de mon activité judiciaire, dans le domaine de la coopération transfrontière. Je vais rendre hommage au rôle important que jouent les programmes de formation, les mécanismes de formation de la CNUTSI, qui sont des moteurs pour moi du règlement à l'international des problèmes d'insolvabilité. Je conclurai donc sur le travail de plaidoyer que fait la CNUTSI pour le judiciaire et du point de vue du juge en général, et l'approche proactive mise en place par la CNUTSI en la matière. Alors je vais commencer par une observation de fond. Tout d'abord, l'harmonisation du droit de l'insolvabilité ne semble pas être une réalité possible. En effet, une unité de vue suppose une quantité significative de compromis idéologiques, une convergence juridique qui est difficile à obtenir parce que les systèmes juridiques nationaux et les politiques nationales sont trop différentes. Dans le cadre de l'évolution internationale qui devrait nous mener vers des juridictions fonctionnelles, les aspects essentiels du système judiciaire sont la spécialisation des juges, la vitesse avec laquelle sont rendus les jugements, l'application prévisible du droit. Ces aspects font partie ou relèvent de la tendance générale observée en matière d'internalisation du judiciaire. Les entreprises sont de plus en plus internationalisées. Ceci confronte le juge à des nouveaux points de vue, à de nouvelles difficultés. Il est nécessaire également de faire confiance, d'avoir confiance dans le système judiciaire. C'est un élément fondamental de la relation qui existe entre le judiciaire et les acteurs des procédures d'insolvabilité. Je ne pense pas qu'il y ait de frontières réelles entre le judiciaire dans les systèmes de droit civil et dans les juridictions de common law. Par conséquent, une coopération n'est non seulement pas nécessaire, mais également possible. N'est pas seulement nécessaire, mais également possible. Et les juges devraient agir activement pour la développer. Dans la recherche que j'ai fait dans le cadre de mon doctorat sur la coopération, la communication dans les affaires d'insolvabilité transfrontière, une des questions était de savoir comment on peut promouvoir justement l'application des instruments dits de soft law de la CNUTSI en prenant en considération la spécificité des pratiques et des systèmes juridiques nationaux. Tout d'abord, en 2021, a été lancée donc une initiative de renforcement des capacités judiciaires entre la Banque mondiale et la CNUTSI sur les meilleures pratiques internationales dans le domaine du droit de l'insolvabilité. C'est un projet qui réunit des membres du secteur judiciaire de par le monde. Cette formation est fondamentale pour développer des compétences. En même temps, les juges devraient s'entretenir avec leurs homologues dans d'autres juridictions pour échanger leur expérience. Ces compétences peuvent être développées grâce au programme de formation judiciaire de la CNUTSI. Il y a une séance plénière qui, par le biais de thèmes choisis qui font l'objet de débats, met l'accent sur justement des solutions qui peuvent être utilisées dans l'activité judiciaire au jour. Les deux autres sections, les débats entre les juges participants sur la base d'une étude de cas et les débats en plénière entre tous les participants en chance d'expérience, est une excellente occasion de renforcer la communication et la coopération entre les participants. En tant que juge de droit civil, avec une expérience de plus de 40 ans, je peux dire que ce projet est particulièrement important. Il permet une communication entre des juges de systèmes de droit, de systèmes de common law et de tradition romano-germanique. Ça leur permet de partager leur expérience concernant la législation nationale, la procédure, les difficultés pratiques, ainsi que dans le domaine de la collaboration. Les juges peuvent se faire connaissance et ce programme peut être un mécanisme de création d'une plateforme internationale de communication judiciaire directe et qui permettra au final de créer un réseau de juges spécialisés dans les questions de l'insolvabilité. Ensuite, il y a également la première édition du jurisprudence du recueil de jurisprudence de la CNUTSI sur la loi type de la CNUTSI en matière d'insolvabilité internationale, et notamment de 2021, et notamment le point de vue du juge qui a été mis à jour cette année. Ces textes œuvrent à une uniformité, à une plus grande uniformité dans l'application de la LTI. Elle encourage les juges à voir comment cette loi peut être appliquée par d'autres tribunaux. Ces documents peuvent être utiles notamment pour les juges donc, de juridiction dite civil law, qui, pour diverses raisons, pourraient avoir été moins exposés à des affaires de ce type. En l'absence de
d'affaires au niveau national, de lignes directrices, ces tribunaux pourraient se tourner vers les tribunaux étrangers pour voir quelle a été leur expérience. Le point de vue du juge et le recueil de jurisprudence sont des sources importantes d'informations pour l'activité judiciaire, mais également pour la promotion internationale de la jurisprudence internationale. Ces deux publications font fond sur la jurisprudence collectée dans la jurisprudence concernant les textes, le recueil de jurisprudence sur les textes de la CNUTSI, le système cloud, qui aide les juges à prendre des décisions qui aide les juges en mettant à leur disposition les décisions de cour et de tribunal arbitraux à interpréter les textes de la CNUTSI. Le recueil adopte une approche systématique donc en matière de jurisprudence, une approche article par article. Le point de vue du juge, lui, adopte une approche plus pratique. Qu'est-ce que cela veut dire, davantage de pragmatisme pour le judiciaire? Eh bien, en fait, ça veut dire que le juge va examiner chaque affaire, prendre en considération ses caractéristiques, il va faire preuve de souplesse et de créativité. Le rôle du judiciaire ne se limite pas non plus au fait de trancher justement des différends. Si les circonstances le permettent, si par exemple les effets, l'essence de la loi, de la législation existante ne sont pas clairs, où il y a conflit de droit, eh bien, il est possible, ce texte pourra être également utilisé. Il est important que les juges ne se considèrent pas comme ayant un rôle limité, comme simple interprète du droit. Ils pourront donc trouver une source d'inspiration dans les lois types de la CNUTSI, le guide législatif qui reflète les meilleures pratiques internationales. Dans la pratique, utiliser les textes de la CNUTSI au jour le jour est difficile, ils ne sont pas traduits dans toutes les langues. C'est un domaine dans lequel l'assistance technique pourrait en faire davantage. Je pense que les lois types de la CNUTSI et les guides à l'incorporation devraient être traduits dans les langues nationales. Pour ce qui est de l'Union européenne, je pense qu'il est possible en coopération avec la Commission européenne de traduire certains des textes et les mettre à disposition des États membres de l'Union européenne. Je pense qu'il pourrait y avoir une promotion plus efficace au niveau des autorités nationales. Comme c'est le cas par exemple des juges roumains, le ministère de la Justice ou l'Institut national de la magistrature. Il y a un processus au niveau de l'Union européenne pour encourager l'harmonisation des propositions de la CNUTSI, la remise en conformité avec la réglementation européenne relative à l'insolvabilité. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir donné la possibilité de vous présenter mon point de vue. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Et je vais désormais passer à notre troisième et dernier intervenant. Sir Alastair Norris, vous avez également exercé en tant que juge pendant 18 années dans un pays de common law cette fois, le Royaume-Uni. Au cours de ces 18 années, vous avez eu à connaître de nombreux litiges liés à des affaires d'insolvabilité internationale. Vous avez également présidé le comité sur les règles de procédure d'insolvabilité au sein de la Haute Cour de justice. Et vous avez participé à de nombreuses actions de formation et de sensibilisation auprès de vos collègues magistrats à travers le globe. Car au-delà de l'adoption de règles unifiées sur le traitement de l'insolvabilité, l'enjeu est bien, selon vous, de créer un écosystème pour permettre aux juges d'appliquer concrètement le droit CNUTSI aux cas complexes qui leur sont soumis. Pouvez-vous nous dire comment cet écosystème peut être généré? Thank you. Merci. C'est un privilège pour moi que d'avoir la possibilité de m'adresser directement à vous aujourd'hui. J'entends vous parler brièvement de ma propre expérience. Les documents clés de la CNUTSI, comme par exemple la loi type sur l'insolvabilité internationale de 1997, elle-même, et le guide à l'incorporation et à l'interprétation, en matière d'interprétation de la loi type de 2013, s'adressent principalement aux dirigeants et aux législateurs. L'objectif de ces textes est de garantir l'adoption ou la mise en place d'un cadre international, un cadre mondial. Le préambule de la loi type lui-même dit que parmi les objectifs du texte figure justement une plus grande certitude juridique dans le domaine du commerce et des investissements. Alors certitude, cela veut dire prévisibilité des recettes. Lors d'une conférence récente, j'ai participé à une enquête qui a prouvé que 46,67% des participants pensaient que une restructuration digne de ce nom était le facteur principal dans le choix du forum, et dans le choix du droit. En effet, la prévisibilité suppose une interprétation et une mise en œuvre uniforme de la loi pertinente.
Comme l'a dit un orateur lors de cette table ronde aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous disposez d'une législation en la matière que vous disposez d'un système juridique et commercial créatif. Comme l'a dit un autre orateur, vous avez besoin d'un écosystème et non pas tout simplement d'une législation. Or, c'est ce que fait la CNULSI. Elle s'efforce de mettre en place un écosystème au service de cette loi, et ce, à 4 niveaux. Tout d'abord, si on veut mettre en place un écosystème, il faut veiller à ce que les juges véritablement comprennent la législation. C'est ce que fait le programme de renforcement des capacités judiciaires. La loi type est très souvent présentée dans le cadre plus général de la modernisation d'ensemble de la législation nationale relative à l'insolvabilité. Or, il est fondamental que les juges se familiarisent et soient à même de comprendre cette nouvelle structure dans sa totalité. Ce travail de création, de renforcement des capacités est très souvent entrepris en partenariat avec d'autres organisations. Ainsi, j'ai récemment participé à des formations dans le domaine du judiciaire en Inde, au Malawi, à Maurice, en Zambie et dans l'Est des Caraïbes. Alors bien sûr, ces 2 dernières années, cette formation s'est faite principalement à distance, par le biais d'une plateforme numérique, ce qui réduit à la fois la durée de ces cours et limite également la possibilité de dialogue. Cependant, cette formation est quand même importante. En effet, les participants ont la possibilité de se familiariser justement au concept de base de l'insolvabilité. Ils sont confrontés à l'application pratique de ces concepts dans des études de cas, dans des scénarios hypothétiques qui ont été analysés par des juristes et des comptables. Et ensuite, nous les familiarisons à la loi type elle-même. L'une des techniques les plus fructueuses dans le cadre de ces formations, c'est le jeu de rôle, où des groupes de juges assument le rôle de partie. Cela leur permet de voir quels sont les intérêts de ce groupe, comment leurs intérêts sont affectés par le processus de réorganisation, la procédure d'insolvabilité. Alors bien sûr, c'est difficile à mettre en œuvre, vous le comprendrez, à distance. La deuxième manière de créer un écosystème, c'est de mettre à disposition des juges qui sont en exercice, le corpus de connaissances. Je pense ici à la jurisprudence, je pense ici à l'interprétation de la loi type, je pense à la pratique de l'application de celle-ci, je pense aux procédures qui l'accompagnent. Et là, la CNULSI met à disposition des praticiens 2 outils très utiles. Le premier outil, c'est la base de données juridiques concernant les affaires pertinentes. Je pense ici au système cloud, c'est le recueil de jurisprudence sur les textes de la CNULSI. Celui-ci est tributaire des juges qui ensuite transmettent au recueil les décisions qu'ils ont rendues pour qu'elles y soient incluses. L'année dernière, j'ai moi-même téléchargé quelque chose que je considérais comme étant un modèle utile de reconnaissance, qui avait pour but de démontrer que dans une affaire simple, il est possible de présenter les motifs justifiant une décision de reconnaissance sans pour autant écrire un doctorat sur la question. L'une des connaissances de cela, c'est que la base de données s'est beaucoup développée. Elle s'est développée malheureusement de manière quelque peu non structurée. Mais elle a été maintenant remplacée ou complétée par un recueil de jurisprudence sur la loi type publié en 2021-2022, et j'espère que ceci permettra d'améliorer l'accès. Deuxième outil, c'est le point de vue du juge. C'est une publication qui a été écrite à l'attention des juges, qui vient d'être mise à jour, dans laquelle vous trouvez une analyse des questions juridiques, toute une série de conseils sur les questions pratiques. Elle est utilisée en Angleterre, au Pays de Galles, aux États-Unis et à Singapour. Elle aide à la prise de décision. J'ai pris part moi-même à la mise à jour de ce document avec d'autres juges. J'ai pour ce faire examiner la jurisprudence au Royaume-Uni et en Europe. La troisième manière de créer un écosystème, c'est de partager les expériences de vive voix et en présentiel. Ainsi, nous venons d'organiser une table ronde judiciaire qui vient d'avoir lieu à Londres, qui a été co-organisée par la CNULSI. En un an, ce colloque qui n'est accessible que sur invitation,
permet de se plonger dans les questions complexes auxquelles sont confrontés les juges qui participent aux exercices de réorganisation et aux exercices d'insolvabilité. 2022 a permis l'organisation d'un tel colloque. 30 juges y ont abordé les questions de justice dans la réorganisation, l'insolvabilité des groupes d'entreprises, notamment en prenant en considération la dernière législation européenne en la matière, la loi type de la CNUTSI sur l'insolvabilité des groupes d'entreprises, le principe de la reconnaissance également au titre du droit international privé dans les juridictions qui n'utilisent pas la loi type, et dans le domaine des crypto-devises, ce qui est en fait chevauche les activités d'un des groupes de travail de la CNUTSI. Beaucoup de juges de juridiction de tradition romano-germanique ont accepté cette invitation. Ils ont pris part à une part importante à ces débats. Le prochain colloque sera un débat ouvert à tous. Il abordera des questions plus générales et y participeront, nous l'espérons, un plus grand nombre de juges. La quatrième manière de créer un écosystème, c'est de mettre en œuvre la loi en prenant en considération des questions spécifiques. Ainsi, en octobre 2021, a eu lieu le premier atelier Banque mondiale CNUTSI. La juge Nastassi y a déjà fait référence. Ça a été un plaisir que de travailler avec elle à cette occasion. Cet atelier a abordé les procédures précédant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité afin d'accroître la taille de la masse de l'insolvabilité. Masse de l'insolvabilité qui peut être distribuée entre les créanciers. Le 27 octobre, celle-ci a réuni 120 participants d'Afrique et d'Asie et de la région du Pacifique. Et le jour d'après, le reste du monde. Nous avons eu ainsi à cette occasion un grand nombre de participants d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ça a permis de donner la perspective le point de vue de ces pays. Voilà les 4 manières qui permettent à la CNUTSI de garantir la prévisibilité au niveau des juridictions. Je suis heureux d'avoir eu la possibilité de participer à ces différents programmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. En guise de conclusion et sans perdre plus de temps, je tiens à remercier chaleureusement nos 3 panélistes qui ont accepté de partager leurs expériences avec nous aujourd'hui. C'est grâce à l'engagement de ces professionnels et des organisations partenaires qui ont été mentionnées que les textes de la CNUTSI trouvent une application pratique et une utilité au quotidien. Et je dois dire que c'est personnellement une satisfaction immense de voir le travail du secrétariat lors de la préparation des textes au sein du groupe de travail déboucher sur une mise en œuvre pratique des recommandations adoptées par la CNUTSI. En vous remerciant encore pour votre attention, je vais désormais passer la parole à ma collègue Caroline Nicolas pour le 3e et dernier panel de cette session. Caroline, c'est à vous. Thank you very much. Bonjour. Merci beaucoup Benjamin, bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Alors pour notre dernière séance ce matin, nous allons nous demander quels enseignements nous avons tiré de cet échange de données d'expérience. Alors nous allons tout d'abord écouter Madame Samali Kiyingi, qui est avocate générale à la banque Afrexim, Et ensuite, je vais donner la parole à mon collègue José Angelo Estrella Faria, administrateur général jurisconsulte à la CNUTSI, au niveau du secrétariat de la CNUTSI. Avant de leur donner la parole, j'ai pensé qu'il serait bon, en tant que chef de la section d'assistants techniques du secrétariat de la CNUTSI, j'ai pensé qu'il serait bon de vous présenter quelques réflexions, puisque j'ai écouté donc les 2 séances qui viennent d'avoir lieu. J'ai écouté les différents intervenants. Je vous prie de m'excuser si je vais vous présenter de manière quelque peu désorganisée les notes que j'ai prises. Alors, ce qui ressort très clairement de ce qui a été présenté, c'est l'importance du régime d'insolvabilité. Alors, on a un peu l'impression que c'est une niche, mais ce qui ressort de ce que nous avons entendu, notamment le représentant de la bouche du FMI et du représentant de la Banque mondiale et des juges, eh bien, c'est l'importance de ce régime de l'insolvabilité, pas seulement pour évaluer le climat économique de manière plus générale, qui est très difficile à l'heure actuelle, mais également l'incidence macroéconomique que peut avoir le régime de l'insolvabilité, les questions de la charge de la dette,
et qui, donc de manière plus générale, de soutien à la croissance économique. Je pense que c'est un enseignement important à tirer donc du régime de l'insolvabilité. Je tiens cependant à souligner que tous les textes de la CNUTSI, même si ce sont des textes des instruments de droit privé, sont censés avoir une incidence économique importante. Ensuite, deuxième enseignement qui, je crois, est ressorti de nos travaux ce matin, cet après-midi, c'est l'utilisation des textes de la CNUTSI dans la pratique. Alors, nous savons tous que l'harmonisation internationale, l'harmonisation du droit international commercial dans le cadre de la CNUTSI, eh bien, ce n'est pas tout simplement de produire des textes techniques de qualité. Ils sont tous d'excellente qualité, mais il faut ensuite que ces textes soient promulgués, soient utilisés et appliqués, utilisés dans les transactions internationales. Et comme on nous l'a dit, donc il faut qu'ils soient également interprétés de manière uniforme, ce qui pose d'autres questions. Elle pose la question notamment de la coordination. Donc il est très utile. Il a été gratifiant d'entendre les différents acteurs qui utilisent les textes de la CNUTSI, comme par exemple la norme ICR au niveau de la BERD, et les critères internationaux. Donc la norme ICR, c'est la norme applicable au traitement de l'insolvabilité et la protection des droits des créanciers. Donc c'est un élément très très important parce que un des aspects pratiques de l'harmonisation, c'est justement de fournir un conseil cohérent aux différents pays de la part des agences internationales. Or, ce n'est pas toujours le cas. Et je suis heureux de voir qu'il y a eu des progrès significatifs qui ont été enregistrés en la matière. Et ce n'est pas non plus dans les approches descendantes, donc du haut vers le bas, mais également les approches donc ascendantes. Les programmes de recherche académique, le professeur Trunk nous en a parlé. Donc le partage d'expériences entre les pays de la région qui ont peut-être des points de vue juridiques différents, des systèmes juridiques, ce partage d'expériences et notamment le partage de l'expérience d'experts nationaux et internationaux, impliquant des experts, des chercheurs et ceux qui sont en première ligne justement de la lutte contre l'insolvabilité. Et c'est uniquement donc par ce partage d'expériences des différents points de vue que nous serons en mesure d'atteindre l'objectif que nous avons au niveau de la CNUTSI, à savoir donc l'application des textes politiques pour ensuite réformer le droit commercial au niveau national. Je pense que ce sont les enseignements principaux qui ressortent des deux séances que nous avons eues ce matin. Autre élément qui est ressorti maintenant plus de la deuxième séance, c'est la question de la coordination et de la gestion des ressources qui sont toujours limitées. Chaque agence, chaque intervenant présent ici ont un rôle très important à jouer, mais de manière générale, nous sommes tous assez limités, nous sommes des acteurs de petite taille, d'où l'importance de la coordination, de la coopération. On nous a expliqué par exemple que au niveau de l'Asie, le centre régional pour l'Asie Pacifique a fait beaucoup. Nous savons à quel point les groupes régionaux peuvent donner une certaine dynamique à tout cela. Vous le savez, au niveau du secrétariat, nous avons informé la commission dans nos rapports, notamment nous informons donc la commission des activités de coopération et de coordination, et nous l'avons dit, nous l'avons écrit, le fait de travailler dans le cadre de partenariat est beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable en termes de résultats. Et nous le savons. Vous le savez, la plupart de nos activités se font par le biais de partenariats de ce type. L'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit commercial en Afrique, ou du droit des affaires en Afrique, pardon, a utilisé justement le guide législatif et la loi type de la CNUTSI en matière d'insolvabilité internationale. Elle a 17 États membres. Et l'utilisation par ces États membres de ces textes renforce l'efficacité de la CNUTSI et contribue à l'uniformisation du droit. Alors, quelques mots maintenant sur le renforcement des capacités et la coopération judiciaire. Je pense que ce sont deux points qui sont ressortis très clairement de la deuxième séance. En effet, il est nécessaire de renforcer les capacités et d'échanger à l'international des informations. C'est fondamental en tant que juriste
nous débarquons tous avec notre point de vue national, puisque nous avons été formés au niveau national. Il est fondamental de coopérer. Le juge Alistair Norris en a parlé. Parce que nous l'avons observé, il y a très souvent des malentendus, étant donné l'utilisation des termes qui sont utilisés de manière différente. C'est très important. Le renforcement des capacités, la coopération est fondamentale. Le rôle de la CNUTSI, comme ça a été dit, est de diffuser le point de vue du juge, des documents comme le point de vue du juge, le recueil de jurisprudence. Et je suis heureux que le partenariat avec le G8, donc le programme du G8, est fondamental en la matière. En outre, cette plateforme cloud est une ressource multilingue, ce qui est rare. En outre, je vous rappelle que nous avons mis en place des journées de la CNUTSI pour l'Amérique latine et les Caraïbes et pour l'Asie et le Pacifique. Et pour la première fois cette année en Afrique, nous encourageons les universités et les institutions d'éducation supérieure à justement nous aider à diffuser et à enrichir le recueil de jurisprudence sur les textes de la CNUTSI, le jurisprudence, donc le recueil cloud. Alors, je voulais revenir donc sur les liens, parce que les liens, donc les connexions qui existent, parce que c'est ce dont on a parlé, connexions, liens, pas seulement entre les concepts internationaux relatifs à l'insolvabilité, mais également entre les textes relatifs à l'insolvabilité, ceux qui ne relèvent pas de l'insolvabilité, ceux relatifs aux opérations garanties, donc les liens qui existent entre nous, l'importance des connexions internationales, transfrontières, intersectorielles. Des exemples nous ont été présentés par le représentant du Royaume-Uni, par des représentants d'organisations et de systèmes internationaux. Et j'espère pouvoir justement faire la même chose, pas seulement dans le domaine de l'insolvabilité, mais également dans d'autres domaines. Donc je suis heureux de voir que le G8 continue de réfléchir à ces questions et envisage d'élargir donc ces systèmes multilingues au-delà du système des Nations Unies. Et donc je sais qu'il y a des systèmes qui sont en cours d'élaboration dans les pays lusophones. Je pense que la juge Anastasie a insisté sur l'importance des textes, l'existence de textes en langue vernaculaire. Je pense que c'est important. Je pense que ça dépasse donc la CNUTSI. Je pense qu'il est important justement de le faire au titre national, mais d'encourager d'autres à le faire. Donc en ce qui me concerne, et en tant que quelqu'un qui ne participe pas à l'élaboration législative maintenant, mais qui participe qui s'efforce de faire de l'assistance technique. Je voudrais vous remercier de m'avoir présenté tous ces éléments qui m'ont permis justement de vous présenter ces quelques réflexions et qui viendront enrichir le programme d'assistance technique du secrétariat de la CNUTSI. Voilà, je vous remercie. Ce que je voudrais maintenant, c'est donner la parole à notre première intervenante. Il s'agit de Madame Samali Kiyingi. Je vous prie de m'excuser si j'ai massacré son nom, qui est l'avocate générale à Afrexim Bank. Elle a une longue carrière, une longue expérience dans d'autres institutions bancaires en Australie, au Royaume-Uni et en Afrique. Et elle va vous parler des enseignements tirés à l'échelle interrégionale dans le contexte du libre-échange et de l'intégration économique, qui viendra élargir notre point de vue cet après-midi. Madame Kiyingi, vous avez la parole. Merci d'avoir fait le déplacement. Good day. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie la CNUTSI pour cette aimable invitation. Je suis l'avocate générale de la Banque africaine d'import-export. Il s'agit d'une banque multilatérale de développement créée par les gouvernements africains pour soutenir le commerce et le développement. Nous avons actuellement 51 États membres africains. Mon intervention aujourd'hui portera sur l'état de la réforme de l'insolvabilité en Afrique. L'Afrique est un continent divers, comprenant 55 pays. Il est donc difficile de généraliser. Toutefois, je m'efforcerai d'aborder certains thèmes clés à un niveau élevé.
Avant d'aborder l'Afrique en particulier, je souhaiterais toutefois souligner que la réforme de l'insolvabilité, de manière générale, n'est pas une question facile. Et alors que nous célébrons le 25e anniversaire de l'adoption de la loi type de la CNUTSI sur l'insolvabilité internationale, nous devons reconnaître l'incroyable contribution de celle-ci à un domaine souvent complexe. Les réformes de l'insolvabilité ont tendance à naître d'une crise financière ou de l'intégration des marchés. En fait, l'harmonisation de ces normes à l'échelle mondiale n'a pas réellement commencé avant les années 1990, une décennie au cours de laquelle nous avons assisté à l'essor rapide de la mondialisation ainsi qu'à la crise financière asiatique. Cette combinaison de marchés davantage connectés et de bouleversements économiques est une recette potentielle d'instabilité financière, tant au niveau national qu'international. La création d'un cadre permettant de mettre en place des processus d'insolvabilité transfrontalière plus efficaces et plus rentables représente un moyen d'atténuer ce risque. Et dans ce contexte, l'Afrique constitue une étude de cas intéressante. Sur les 51 États qui ont adopté la loi type dans le monde, 25 au total, soit près de la moitié, se trouvent en Afrique. C'est intéressant car alors que nous parlons de marché mondialement intégré comme moteur de la réforme de l'insolvabilité, l'Afrique est en fait le seul continent qui commerce le moins avec lui-même. L'adoption importante de la loi type en Afrique peut être attribuée à l'approche innovante adoptée par 17 pays d'Afrique de l'Ouest, principalement des pays francophones, qui ont créé l'OHADA. Il s'agit de l'acronyme français de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit commercial. En 2015, l'OHADA a mis en œuvre une loi uniforme sur l'insolvabilité. Celle-ci a remplacé la législation qui était précédemment en vigueur dans ses États membres. L'approche de l'OHADA consiste à adopter des lois uniformes dans les systèmes juridiques nationaux de ces États membres. Cette approche repose sur la création de nouvelles procédures d'insolvabilité pour toutes les juridictions concernées et ensuite sur la réglementation des questions transfrontalières. La loi uniforme de l'OHADA sur l'insolvabilité adopte de manière significative la loi type de la CNUTSI. Si les États membres de l'OHADA partagent généralement une langue commune, le français, et si leurs systèmes juridiques ont des racines historiques similaires, ce n'est pas la règle générale et l'adhésion reste ouverte à d'autres pays africains. L'organisation représente donc un modèle utile de ce qui peut être fait dans le domaine de la réforme du droit lorsque la volonté politique existe. Les avancées réalisées par l'OHADA dans l'adoption de la loi type sont très pertinentes dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZECAF. La ZLECAF est un accord panafricain historique qui éliminera les droits de douane et autres barrières, créant ainsi la plus grande zone de libre-échange du monde avec un marché de plus d'1 milliard de personnes. Sa mise en œuvre suscite de grands espoirs et sa réussite sera déterminante pour la construction d'une Afrique plus prospère. L'augmentation du commerce intra-africain entraînera une plus grande intégration économique et une plus grande activité transfrontalière. Et la réussite de la mise en œuvre de la ZLECAF sera donc grandement favorisée par une approche harmonisée de l'insolvabilité internationale et de la réorganisation des entreprises. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'Afrique a un bon bilan en termes d'adoption de la loi type. Mais un défi majeur pour une plus grande adoption et une réforme juridique plus large de l'insolvabilité est la stigmatisation qui est souvent associée à l'insolvabilité. L'intégration régionale.
ne se traduit pas automatiquement par une approche harmonisée de l'insolvabilité transfrontalière. Et on peut le constater dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Celle-ci a été créée en 1967 et c'est une des communautés économiques les plus anciennes d'Afrique. Elle compte actuellement 7 membres. La CAE dispose d'un parlement régional qui désigne régulièrement des secteurs à examiner, à harmoniser, par exemple la législation sur l'immigration, la législation douanière, la législation bancaire. Le droit de l'insolvabilité, lui, est particulièrement absent et c'est largement dû à la stigmatisation qui accompagne l'insolvabilité. L'insolvabilité est souvent assimilée à la liquidation. Dans de nombreuses juridictions africaines, le concept d'utilisation de l'insolvabilité pour le sauvetage des entreprises n'est pas courant. Et par conséquent, de nombreux régimes d'insolvabilité, transfrontaliers ou non, ne sont utilisés que lorsqu'une entreprise n'est plus viable et qu'il n'y a absolument plus aucune autre alternative. Même dans ce cas, de nombreuses parties prenantes préfèrent la procédure judiciaire à l'insolvabilité. Les discussions sur les avantages d'un cadre d'insolvabilité solide sont également entravées par le fait qu'il y a eu très peu d'exemples de sociétés qui sont sorties intactes d'un processus d'insolvabilité. Il y a des exemples qui viennent à l'esprit, South African Airways, Kenya Airways et Arik Air. Il s'agit de compagnies aériennes qui sont considérées comme stratégiquement importantes et qui bénéficient toutes d'un soutien substantiel de la part de leur gouvernement. Alors l'aspect positif de ces exemples est qu'ils témoignent d'une sophistication croissante de la manière de traiter les entreprises en difficulté. Il s'agit malheureusement d'exemples isolés. Il faut faire davantage pour lutter contre la stigmatisation de l'insolvabilité et montrer comment le processus peut potentiellement libérer de la valeur dans les entreprises, indépendamment de leur taille ou du niveau du soutien gouvernemental dont elles bénéficient. L'accord de libre-échange continental africain offre toutefois une occasion pour recadrer la conversation sur l'insolvabilité et la réorganisation des entreprises, ainsi que pour placer ces discussions dans le contexte du développement économique de l'Afrique. En conclusion, l'Afrique offre l'exemple unique d'un continent déterminé à progresser vers une plus grande intégration économique au niveau macroéconomique grâce à la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Cependant, une plus grande intégration économique ne se traduit pas automatiquement par la création de meilleurs systèmes d'insolvabilité. Mais, comme l'a démontré la région ADA, le changement est possible à condition qu'il y ait une volonté politique. Et en tant qu'institution de développement panafricaine, nous voulons travailler avec la CNUTSI, avec les gouvernements et avec les autres acteurs afin d'atteindre cet objectif. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Je pense que c'est une perspective très intéressante et il y a 2 éléments qui m'ont marqué. C'est ce concept de stigmatisation qui est lié à l'insolvabilité. Je pense que c'est le juge Norris qui a également mentionné cela. Alors, ça ne concerne pas uniquement les juristes, mais également les entreprises et les autres acteurs. Et il y a également le concept de volonté politique. Car à nombreux égards, il s'agit d'une question politique. Il y a un autre point qui m'a semblé très intéressant. C'est le concept d'exemple de réussite. Et je pense que lorsque il y a des coûts associés aux réformes législatives et lorsqu'on n'a pas d'exemple empirique des avantages, ces exemples de réussite peuvent être très utiles pour encourager les pays à investir dans les processus de réforme et ce à l'avantage de leur population et de leurs entreprises. Donc merci beaucoup pour nous avoir donné toute cette matière à réflexion. Je vais maintenant me tourner vers le dernier intervenant de la matinée.
Il s'agit de M. José Angelo Estrella Faria. Il va nous parler des liens entre les travaux législatifs et non législatifs. Merci beaucoup. Caroline, bonjour à toutes et à tous. Je pense que les participants seront d'accord avec moi pour dire que les intervenants précédents nous ont donné d'excellentes indications sur les outils utilisés pour évaluer les besoins en matière de réforme du droit de l'insolvabilité et de renforcement des capacités, ainsi que sur les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur le lien étroit qui existe entre le processus de formulation des normes juridiques et la mise en œuvre des activités non législatives. L'expérience des activités non législatives dans le domaine du droit de l'insolvabilité et de la CNUTSI sont importantes. Nous voulons garantir cet engagement, l'engagement en faveur des normes issues des textes de la CNUTSI. Nous voulons renforcer la connaissance de ces textes et nous voulons faire mieux comprendre le processus d'élaboration des règles intergouvernementales avec les compromis qu'il implique, les choix finalement opérés dans chaque projet et les raisons de ces choix. Cette connaissance s'est avérée nécessaire à tous les stades et dans différents types de coopération technique et activités législatives. Par exemple, il est nécessaire, lorsque l'on pour formuler des outils de diagnostic tels que ceux utilisés par les institutions financières internationales, où les textes de la CNUTSI sur l'insolvabilité ont été utilisés comme référence pour évaluer le secteur financier, l'insolvabilité, les droits des créanciers ou les cas de restructuration de la dette. Nous avons entendu les exemples du groupe de la Banque mondiale, du FMI et de la BERD. Ces connaissances sont également nécessaires pour identifier les besoins et les lacunes en matière de réforme et les initiatives qui ont été décrites aujourd'hui. On utilise les guides de la CNUTSI sur le droit de l'insolvabilité qui permettent d'identifier les besoins et les outils de constitution de capacité. C'est également très important pour concevoir et mettre en œuvre des activités. Par exemple, la Banque mondiale utilise le guide dans ses réformes d'activité. C'est également utilisé par les programmes d'aide bilatérale, par exemple par le programme du département du commerce des États-Unis et plus particulièrement dans les pays du Golfe, avec plus récemment la promulgation de loi à Bahreïn, en Jordanie, à Maroc, par le Centre financier international de Dubaï, dans les Émirats arabes unis, et cela devrait également être le cas bientôt en Arabie saoudite. Enfin, la connaissance des textes de la CNUTSI est utile pour le suivi, l'évaluation et la planification des activités futures. Par exemple, nous avons entendu les projet de la BERD pour étendre les indicateurs d'évaluation de l'insolvabilité transfrontalière et de l'insolvabilité des PME sur la base des textes de la CNUTSI. En raison de leur engagement précoce dans les activités législatives de la CNUTSI, les partenaires de la CNUTSI sont prêts à mettre en œuvre des activités non législatives sur la base des textes de la CNUTSI. Et ce, dès le premier jour, sans avoir besoin d'être initié ou aidé par le secrétariat de la CNUTSI. Cela permet également des messages cohérents aux destinataires. Et ça permet d'éviter des résultats contradictoires dans les actes législatifs adoptés au niveau national. Les résultats des activités non législatives informent à leur tour le futur programme législatif de la CNUTSI. Par exemple, les colloques sur la capacité judiciaire dont le juge Norris a parlé ont conduit aux travaux de la CNUTSI sur le guide pratique sur la coopération transfrontalière, sur les mises à jour de la perspective judiciaire que la Commission a approuvé lors de cette session. Le projet universitaire des professeurs Jasna, Garacic et Trunk vont informer sans doute les futurs travaux législatifs de la CNUTSI. Les textes législatifs de la CNUTSI sont disponibles dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Il s'agit de ressources qui pourraient et devraient être utilisées
dans les activités de renforcement des capacités. Outre ces pratiques, il y a également le guide pratique. Il y a également les guides pour l'adoption des lois types, souvent cités par les juges dans leur jugement. Il y a la jurisprudence du cloud relative à la loi type sur l'insolvabilité internationale. Il y a également les notes d'orientation sur la promulgation des différentes lois de la CNUTSI dans le domaine du droit de l'insolvabilité et le texte consolidé de ces lois types dont le but est de démontrer aux décideurs et aux législateurs comment ces lois types pourraient être adoptées ensemble ou les deux dernières en plus du texte de 1997. Alors, quelques mots sur le cloud, puisqu'il s'agit d'un travail à la fois législatif et non législatif de la CNUTSI. Le groupe de travail, lorsqu'il a approuvé les mises à jour de la perspective judiciaire en avril dernier, a demandé d'élargir le spectre géographique des résumés de la jurisprudence sur la LTI. Le système cloud repose, nous le savons, sur le réseau de correspondants nationaux. Cette année est une année de transition. De nouveaux correspondants nationaux peuvent être nommés ou les anciens pourront poursuivre leur mandat. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les correspondants nationaux sortants et souhaiter la bienvenue aux nouveaux correspondants nationaux sur la loi type, sur l'insolvabilité internationale. L'idéal serait que tous les États ayant adopté la loi type désignent des correspondants nationaux qui assureraient alors une veille active de la jurisprudence et prépareraient des résumés pour le cloud. Dans ce contexte, je voudrais saluer la contribution du G8 qui a permis de combler les lacunes en matière de juridiction relative à la LTI de 4 États d'Amérique latine ayant adopté celle-ci. Le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique. Par exemple, le Mexique a été l'un des premiers États à adopter une loi type, mais pratiquement aucune jurisprudence n'est apparue dans le cloud en raison des barrières linguistiques. Le programme du G8 a permis de remédier à cette lacune. Comme vous pouvez le constater, le lien entre l'élaboration de règles et les activités d'assistance technique est multiple. L'un complète et soutient l'autre. Le secrétariat de la CNUTSI est au centre de la création de ce lien, mais son travail est facilité par d'autres, y compris les délégués des États du groupe de travail 5, par exemple. Nous sommes très reconnaissants aux délégués anciens et actuels de l'Italie, de la France, du Mexique, de l'Espagne et de la Suisse au groupe de travail 5, ainsi qu'aux observateurs de ce groupe de travail provenant d'ONG invités, qui ont répondu à notre appel pour participer au programme du G8 et contribuer aux sessions dans leur langue maternelle et transmettre le point de vue de la CNUTSI sur les questions qui ont été discutées tant dans le contexte de l'insolvabilité nationale que de l'insolvabilité internationale. En conclusion, je voudrais souligner le rôle crucial de l'assistance technique pour la diffusion et l'application des textes de la CNUTSI. Comme nous le savons tous, sans la mise en œuvre effective de ces textes, les efforts de la communauté internationale pour les préparer sont vains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Angelo, pour avoir résumé bon nombre des points qui avaient déjà été mentionnés par d'autres orateurs. Je pense que c'était une conclusion très intéressante. Le point que vous avez fait concernant les liens entre les différents piliers de nos travaux et l'importance essentielle d'une participation active pour permettre une bonne pratique, une bonne interprétation des textes, a bien résumé la situation. Et je voudrais vous remercier pour avoir mis en exergue certains de ces points déjà mentionnés par d'autres intervenants. Notamment l'importance du droit de l'insolvabilité dans le contexte d'accords de libre-échange. Je pense que nous en sommes très proches de la fin du temps qui nous a été imparti, donc nous allons rester là pour la troisième table ronde et je rends la parole à Madame Anna Joubin-Brett pour quelques remarques de conclusion. Merci beaucoup, Caroline. Merci aux collègues de Vienne qui ont organisé ce programme.
Monsieur le Président, au nom du secrétariat de la CNUTSI, je voudrais exprimer notre gratitude à tous les partenaires qui ont participé aux activités non législatives de la CNUTSI tout au long de l'année depuis la 54e session de la Commission. Comme nous l'avons entendu, le travail de la CNUTSI dépend largement de la mise en œuvre harmonisée, de l'interprétation harmonisée de ces textes. Et bien sûr, les 2 heures que nous venons de passer ensemble sur cette loi type ne suffisent pas pour examiner l'ensemble des aspects de cette question. Mais nous avons entendu parler de certaines activités très importantes qui ont eu lieu cette année et qui concernaient la promotion des textes de la CNUTSI. Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour applaudir les organisateurs et les intervenants. Les questions examinées par le panel devraient être examinées plus avant, y compris au cours des différents événements que nous avons prévus cette année à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de la loi type. Je voudrais dire ici à la Commission que le groupe de travail 5 devrait organiser au cours de la matinée le 16 décembre une commémoration. Cet événement va utiliser les résultats de ces tables rondes et va examiner plus avant certaines questions relatives à l'utilisation de la loi type par les praticiens. Alors, les affaires de liquidation présentant des éléments transfrontaliers aux réorganisations à grande échelle de multinationales. Cet événement va être lié très certainement au programme de travail actuel du groupe 5, étant donné que les projets en matière de recouvrement des actifs et en matière de droit applicable devraient compléter l'architecture de l'insolvabilité transfrontalière créée par la loi type et par les 2 autres lois type de la CNUTSI dans ce domaine. Le secrétariat va donc attirer l'attention du groupe de travail sur les résultats de ces tables rondes dans le cadre d'un document de travail. Il va examiner ces résultats au travers des journées consacrées à l'Asie, à l'Amérique latine et aux Caraïbes, en Afrique également, dans le contexte des travaux avec nos partenaires sur le droit de l'insolvabilité. Je souhaiterais maintenant conclure et vous céder la parole. Je vous remercie, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les observateurs, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales. Nous en sommes à la fin de cette 55e session de la CNUTSI. Je vous remercie de votre participation active et pour avoir fait de cette 55e session une réussite. Malgré un environnement international difficile avec des défis liés au changement climatique, à la COVID-19, mais également l'agression contre l'Ukraine et les conséquences négatives qui en découlent, y compris sur le commerce international, je pense que nous avons beaucoup accompli. J'ai été impressionné par l'esprit de coopération et de compromis qui a régné au cours de l'ensemble des séances de la CNUTSI. Je voudrais sincèrement vous remercier pour votre participation active, pour votre soutien indéfectible, ce qui a permis la réussite de cette session de la CNUTSI. C'est une source d'optimisme en des temps difficiles. Je voudrais remercier notre vice-présidente, Madame Beate Ciabenka, pour avoir présidé les délibérations de la Commission pour le point 4 de l'ordre du jour, ainsi que le président du comité plénier, la présidente, Madame Joella Finocchiaro, pour avoir présidé les travaux sur le point 6. Enfin, je voudrais remercier le personnel du secrétariat de la CNUTSI, et tout particulièrement notre secrétaire, Anna, Angelo, Nicolas,
qui m'ont aidé à présider cette session. Je remercie également les services de conférence, les traducteurs, les interprètes qui ont travaillé sans relâche et de manière professionnelle afin de permettre la réussite de cette session. La session est maintenant terminée. Je vous souhaite un agréable week-end et d'agréables vacances estivales. Rechargeons nos batteries. Nous aurons beaucoup à faire à l'automne. Je vous remercie.